On se retrouve comme promis pour ce 3e épisode de Pause créative. Je vais poursuivre la lecture du Vent dans les saules de Kenneth Grahame, cette fantaisie animalière accessible aux enfants comme aux adultes. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 3 qui m'a beaucoup touchée. Ce livre a été traduit en français par Gérard Joulier. On ne parle pas souvent des traducteurs et il me semblait important de le citer. Dans ce chapitre, j'ai particulièrement apprécié les passages descriptifs très détaillés sur la nature environnante. Le texte m'a transportée. Bon, je ne t'en dis pas plus et je te laisse prendre une pause avec ma voix pour découvrir la suite des aventures de nos amis. Bonne écoute! Chapitre 3 La forêt sauvage. Monsieur Taupe désirait depuis longtemps faire la connaissance de Monsieur Blaireau. À en croire la rumeur, ce devait être un personnage très important qu'on ne voyait que très rarement, mais qui exerçait une influence souterraine partout dans les environs. Or, chaque fois que Monsieur Taupe faisait part de son désir à Monsieur Radeau, celui-ci lui conseillait toujours de ne pas brusquer les choses. Blaireau finira bien par se montrer. Il débarque toujours comme ça, et alors je vous présenterai. Un type épatant, vous verrez, mais qu'il faut prendre comme il est et quand il se présente. Ne pourriez-vous pas l'inviter un soir à dîner, par exemple ? Suggéra Monsieur Taupe. Il ne viendrait pas, répondit simplement Monsieur Rat. Blaireau a horreur des mondanités, des invitations, des dîners et de tout ce tralala. Mais si c'était nous qui allions lui rendre visite ? Oh, alors ce genre d'initiative ne lui plairait pas du tout, rétorqua Monsieur Rat d'un ton alarmé. C'est quelqu'un de très timide et il trouverait cela choquant. Moi-même, qui le connais pourtant très bien, je ne me suis jamais risquée sur ce terrain. En plus, c'est impossible. Et pourquoi ? Parce qu'il habite dans la forêt sauvage. Mais vous m'avez dit que la forêt sauvage ne présentait aucun danger. Je sais, répondit Monsieur Rat d'une manière évasive. Mais mon opinion est qu'il ne faut pas y aller maintenant. Pas tout de suite. C'est très loin d'ici et à cette époque de l'année, vous n'auriez aucune chance de le trouver chez lui. Mais prenez patience, il finira bien par venir. Monsieur Taupe dut se contenter de ces paroles, mais Monsieur Blaireau ne vint jamais. L'été passa avec son cortège de plaisirs, puis l'hiver avec ses frimas, ses gelées, ses chemins bourbeux, qui les confina à la maison une bonne partie du temps. Et, tandis que la rivière roulait sous leurs fenêtres ses eaux tumultueuses à une allure qui rendait impossible toute espèce de canotage, la pensée de Monsieur Taupe s'attarda de nouveau sur Monsieur Blaireau, le solitaire blaireau gris qui vivait tout seul dans son trou au beau milieu de la forêt sauvage. Durant l'hiver, Monsieur Rat dormit tout son soûl, se couchant de bonne heure et faisant la grasse matinée. Le temps qui lui restait, il le consacrait parfois à griffonner des poèmes, quand il ne vaquait pas à quelques tâches ménagères. Et bien sûr, il y avait toujours des voisins qui venaient bavarder un moment. On se racontait des histoires, on échangeait ses impressions sur l'été et sur la manière dont on en avait joui. Quel beau chapitre du livre de leur vie ils avaient écrit là, richement illustré et combien coloré. Le spectacle de la berge offrait un défilé continu. Les scènes se déployaient, l'une après l'autre, en une majestueuse procession. D'abord la salissère pourpre, secouant ses nombreuses boucles emmêlées le long du tiroir qui lui renvoyait son image riante. L'épilobe, tendre et mélancolique comme un nuage rosé par le coucher de soleil, ne tardait pas à suivre. Venait ensuite le tour de la consoude, tantôt blanche et tantôt mauve, de se glisser dans les rangs. Puis, un beau matin, la timide Églantine, qui avait tardé à paraître,
entra délicatement en scène, et l'on savait alors, comme si un orchestre à cordes l'eût annoncé par les accents pompeux d'une gavotte, que Juin était enfin là. Il ne manquait alors plus qu'un seul acteur, le jeune berger courtisé par les nymphes, le chevalier que les dames guettaient de leur tour, le prince qui par un baiser allait rappeler l'été à la vie et à l'amour. Et quand, odorante et joviale, dans son corselet ambré, la reine des prés prenait gracieusement place dans le groupe. Alors la pièce pouvait commencer. Et quelle pièce! Les bêtes ensommeillées, douillettement nichées au fond de leurs trous, tandis que le vent et la pluie ébranlaient leurs portes, se rappelaient les matinées encore fraîches quand, 1 heure avant le lever du soleil, une brume blanchâtre s'attardait à la surface de l'eau, puis le choc du premier plongeon, la galopade le long de la rive, et la transfiguration de la terre, de l'air et de l'eau, quand le soleil dardait de nouveau ses rayons, que le gris se changeait en or et que des couleurs revivifiées jaillissaient une fois de plus de la terre. Il se remémorait aussi les langoureuses méridiennes dans les sous-bois verdoyants, que le soleil perçait et parsemait de petites flèches et de taches d'or. Les baignades et les parties de canot l'après-midi, les randonnées le long des sentiers poudreux et à travers les champs de blé aux épis blonds, sans oublier les longues soirées durant lesquelles tant de liens se renouaient, tant d'amitiés prenaient une nouvelle tournure, tant de projets, d'aventures étaient conçus pour le lendemain. Et ce n'étaient pas non plus les sujets de conversation qui manquaient durant les courtes journées hivernales, quand on se réunissait au coin du feu. Il restait cependant beaucoup de temps libre à Monsieur Taupe, qui ne savait comment l'employer. Aussi, un jour, alors que Monsieur Rat somnolait dans son fauteuil devant la cheminée, en tâchant de trouver des rimes qui ne venaient pas, Monsieur Taupe prit-il la résolution de partir tout seul explorer la forêt sauvage, et pourquoi pas d'y faire la connaissance de Monsieur Blaireau. Quand il sortit de son petit salon bien chauffé, cet après-midi-là, un froid vif le saisit. Sous un ciel gris plombé, une campagne toute dénudée, toute défeuillée, s'offrait à lui. Et il lui sembla qu'il n'avait jamais pénétré aussi profondément au cœur même des choses qu'en ce jour d'hiver où la nature, plongée dans son sommeil annuel, s'était dépouillée de tous ses vêtements. Bosquets, vallons, carrières et tous les endroits cachés qui avaient offert des lieux d'exploration mystérieux durant la saison verdoyante se mettaient à découvert et dévoilaient pitoyablement leurs secrets. Il semblait lui demander d'oublier leur dénuement passager jusqu'à ce qu'ils puissent, comme avant, se montrer dans une riche parure, le dupant et le séduisant grâce à leur charme trompeur. Dans cette tristesse perçait cependant une joie, une griserie même. Et cette campagne, dénuée d'ornements, dépouillée de tout ce qui faisait son charme, il était heureux de la chérir. Il n'en voyait plus que la carcasse qui était simple, belle et forte. Il n'avait que faire du trèfle tiède et des herbes folâtres. L'absence des rideaux de l'aubépine et des draperies ondoyantes du hêtre et de l'orme lui semblait préférable. Et ce fut d'un cœur joyeux et plein d'entrain qu'il prit le chemin de la forêt sauvage qui s'étendait désormais devant lui, basse et menaçante, comme un noir récif au milieu d'une paisible mer australe. Rien de prime abord ne lui parut effrayant. Les brindilles craquaient sous ses pas. Il heurtait des bûches et des champignons sur des souches semblables à des caricatures, le faisait tressaillir et lui rappelait quelque chose de lointain et néanmoins de familier. Mais tout cela, c'était plutôt amusant et même excitant.
Il s'engagea dans une partie de la forêt où la lumière du jour était chiche et où des arbres se pressaient en cercle, tandis que des trous creusés dans le sol le menaçaient de leurs gueules grimaçantes. Un silence absolu régnait autour de lui. Le crépuscule descendait rapidement de tous côtés et la lumière semblait se retirer comme l'eau s'en va après une inondation. C'est alors que les visages apparurent. Il crut d'abord voir indistinctement au-dessus de son épaule une petite figure pointue, à l'air méchant, qui l'épiait d'un trou. Quand il se retourna pour lui faire face, elle avait déjà disparu. Il accéléra le pas, en riant de ses craintes et en se disant que, s'il se mettait maintenant à se faire des idées, il n'en sortirait plus. Il passa devant un autre trou, et puis encore devant un autre, et là, oui, non, oui, une petite figure étroite, au regard dur, avait jailli comme un éclair, avant de s'évanouir aussitôt. Il hésita un moment, s'arma de courage et reprit sa marche. Alors, tout à coup, de chaque trou, il y en avait des centaines, semblaient surgir pour s'effacer aussitôt. Un visage pointu, mauvais, percé de petits yeux durs qui fixaient sur lui des regards emplis de haine et de méchanceté. Si seulement il parvenait à s'éloigner, il ne verrait plus ces visages, pensait-il. Il s'écarta donc du sentier qu'il suivait et s'enfonça dans les fourrés impénétrables. C'est alors que les sifflements commencèrent. C'étaient des sifflements très faibles, aigus et lointains, mais qui lui firent hâter le pas. Puis, tout en demeurant très faible et aigu, il venait soudain de devant lui. Il s'arrêta, hésita à rebrousser chemin. Mais les sifflements reprirent de plus belle tout autour de lui, et semblaient se répandre et se faire écho des quatre coins du bois, jusqu'en ses extrémités les plus reculées. Ils étaient là, comme qui dirait sur le pied de guerre, quels qu'ils fussent, et lui, pauvre de lui, il errait seul sans défense, loin de tout secours, tandis que la nuit était presque tombée. Alors, il entendit un bruissement. Il crut d'abord à une chute de feuilles, tant le son en était doux et délicat. Mais à mesure qu'il s'avançait à un rythme soutenu, il reconnut en lui un bruit de pas, un trottillement de petits pas dans le lointain. Cela venait-il de devant, de derrière? Comment savoir? Le bruit s'amplifiait, arrivant de tous côtés, et à force d'écouter avec inquiétude, il avait l'impression qu'il se rapprochait de plus en plus. Comme il restait là, immobile, à tendre l'oreille, il vit un lapin qui courait droit sur lui. Il attendit, pensant que le lapin allait ralentir sa course ou s'écarter de lui. Mais l'animal, passant en trombe, le frôla presque et lui lança l'air farouche à l'œil hagard. « Allez-vous-en d'ici, insensé que vous êtes, allez-vous-en » avant de contourner une souche et de disparaître dans un terrier familier. Le bruit de pas s'accentua, tant et si bien qu'on eût dit une averse de grêle tombant sur le tapis de feuilles mortes qui l'environnait. Le bois tout entier semblait maintenant lancé sur des jambes, courant, chassant, talonnant, traquant quelque chose ou quelqu'un. Pris de panique, M. Taupe se mit à courir lui aussi, sans savoir dans quelle direction. Il y avait partout des choses autour de lui contre lesquelles il se heurtait, ou se prenait les pattes, tombait à la renverse par-dessus, glissait par-dessous, passait à côté pour les éviter. Il finit par se réfugier au creux d'un vieux hêtre qui lui offrit un abri, une cachette et peut-être même le salut. Quoi qu'il en fût, il était bien trop fatigué pour continuer à courir. Il avait juste assez de force pour se blottir dans le lit de feuilles sèches au creux de l'arbre, en espérant que, pour l'instant, tout danger était écarté. Et tandis qu'il gisait là, haletant et tremblant, écoutant les sifflements et les bruissements autour de lui, il connut alors dans toute son horreur
cette chose épouvantable que redoutent tous les autres petits habitants des champs et des haies, et que Monsieur Rat avait vainement tenté de lui épargner. La terreur de la forêt sauvage. Pendant ce temps-là, Monsieur Rat somnolait, assis bien confortablement devant sa cheminée. Son cahier de vers à demi achevé glissa de ses genoux. Il renversa la tête en arrière, ouvrit la bouche et commença à rêver de balades sur des berges verdoyantes. Un morceau de braise tomba, le feu crépita et se mit à flamber. Monsieur Rat s'éveilla en sursaut. Se ressouvenant de ce qu'il était en train de faire au moment où il s'était endormi, il se pencha en avant pour ramasser son cahier, le parcourut un instant, puis chercha du regard Monsieur Taupe, qui pouvait l'aider, pourquoi pas, à trouver une bonne rime pour l'un ou l'autre de ses vers. Mais Monsieur Taupe n'était pas là. Il tendit l'oreille un bon moment. La maison était parfaitement silencieuse. Il appela son ami à plusieurs reprises et ne recevant aucune réponse, il se leva et passa dans le vestibule. La casquette de Monsieur Taupe n'était pas accrochée à sa place habituelle à la patère, et ses caoutchoucs, qui étaient toujours posés près du porte-parapluie, avaient également disparu. Monsieur Rat sortit de la maison et examina attentivement le sol autour de lui, en espérant y découvrir la trace de pas de son ami. Il ne tarda d'ailleurs pas à les reconnaître. Les caoutchoucs étaient tout neufs, Monsieur Taupe les avait achetés pour l'hiver et les empreintes des semelles se dessinaient nettement dans la boue. Elle menait comme son enquête le lui révéla, tout droit et résolument, à la forêt sauvage. Le visage de Monsieur Rat prit une expression grave et il se mit à réfléchir pendant 1 minute ou 2. Puis, il rentra dans son logis, boucla une ceinture autour de sa taille, y glissa une paire de pistolets et ramassa un gourdin qui traînait dans un coin du vestibule. Il faisait déjà sombre quand il atteignit la lisière du bois et s'y enfonça sans hésiter, en scrutant anxieusement autour de lui, à la recherche d'un indice lui signalant la présence de son ami. Ça et là, de méchantes petites figures jaillissaient de leur trou, puis disparaissaient tout aussitôt à la vue de l'intrépide animal. Les sifflements et les bruissements qu'ils avaient entendus en entrant dans les taillis s'éteignirent peu à peu et un grand silence s'installa. Il traversa hardiment le bois dans toute sa longueur, puis, abandonnant les sentiers, il se mit à l'arpenter dans tous les sens, sans cesser d'appeler d'une voix pleine d'entrain « Taupe, 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 où êtes-vous? C'est moi, c'est Rat, votre ami !» Il y avait plus d'1 heure qu'il parcourait ainsi le bois quand, tout à coup, à sa grande joie, il entendit enfin un petit cri qui lui répondait. S'élançant dans la direction d'où venait le son, il se fraya difficilement, à travers l'obscurité croissante, un chemin qui le mena jusqu'au pied d'un vieux hêtre. Là, du fond d'un trou creusé dans le tronc, lui parvenait un murmure. « Rat, est-ce bien vous ?» Monsieur Rat se laissa glisser dans le trou. Il y trouva Monsieur Taupe, épuisé et tremblant de tous ses membres. « Oh Rat !» s'écria-t-il, « si vous saviez comme j'ai eu peur !»« Oh, je peux très bien m'imaginer, » dit Monsieur Rat d'une voix consolante. « Vous n'auriez jamais dû vous lancer dans une pareille aventure. Je vous avais pourtant mis en garde, nous autres les riverains, nous ne nous y risquons jamais tout seuls. S'il le faut, nous venons toujours à 2 au moins, comme ça on arrive généralement à s'en tirer. Et puis il y a tant de choses qu'il est utile de savoir et qui vous échappent encore. Les mots de passe, les signes, les formules cabalistiques, les plantes spéciales dont on se munit, les vers qu'on doit répéter, les trucs et les tours qu'il faut connaître. Quand on sait tout ça, c'est presque un jeu d'enfant, mais ce sont des choses qu'on apprend tout petit, sans quoi il peut vous arriver malheur. Ah,
Si vous vous appeliez Loutre ou Blaireau, ce serait une autre histoire. Le vaillant Crapaud, ça ne lui ferait sûrement rien de s'aventurer ici tout seul. Crapaud ! S'exclama Monsieur Rat en riant de bon cœur. Il n'y montrerait jamais le bout de son museau pour tout un sac rempli de guinées. Monsieur Taupe, se sentant grandement réconforté par les éclats de rire insouciants de Monsieur Rat, ainsi que par la vue de son gourdin et de ses pistolets brillants, cessa de trembler et retrouva son sang-froid. « Et maintenant, dit Monsieur Rat au bout d'un moment, il faut songer à rentrer avant qu'il ne fasse tout à fait sombre. Nous ne pouvons pas passer la nuit ici, vous comprenez bien. D'abord, il y fait beaucoup trop froid. »« Rat, mon bon ami, dit Monsieur Taupe, je suis affreusement désolé de vous dire ça, mais le fait est que je suis complètement épuisé. Il faut me laisser me reposer un moment ici afin de récupérer un peu de force si je veux arriver jusque chez nous. »« Eh bien, soit, répondit Monsieur Rat avec bonhomie. Reposez-vous. Il fait déjà presque aussi noir que dans un four, et plus tard la lune devrait se lever. » Monsieur Taupe s'arrangea une petite couchette au creux des feuilles sèches, dans laquelle il s'étendit et s'endormit aussitôt d'un sommeil intermittent et agité, tandis que Monsieur Rat, de son côté, s'étant couvert du mieux qu'il put, attendit patiemment, le pistolet à la patte. Quand Monsieur Taupe finit par se réveiller, il était requinqué. « Je vais juste jeter un coup d'œil à l'extérieur pour voir si tout est normal, » dit Monsieur Rat, « et puis nous pourrons partir. » Il gagna l'entrée de leur cachette et mit la tête dehors, et Monsieur Taupe l'entendit qui se disait à lui-même « Ça alors ?» « Qu'y a-t-il » demanda Monsieur Taupe. « Il y a que là-haut, il neige, ou plutôt il tombe de la neige, et c'est une neige dure. » Monsieur Taupe vint s'accroupir près de son ami et vit le bois, qui l'avait tellement effrayé, sous un aspect entièrement différent. Les trous, les creux, les flaques, les pièges et autres noires embûches pour le voyageur imprudent disparaissaient rapidement, tandis qu'un étincelant et féerique tapis, trop délicat pour être foulé par des pieds grossiers, s'étendait partout. Une fine poudre emplissait l'air et leur picotait la joue. Les trous noirs, au creux des arbres, semblaient éclairés par une lumière venue d'en bas. « Ma foi, il faudra bien s'en accommoder, » dit Monsieur Rat après avoir réfléchi un moment. « Nous devons nous mettre en route et tenter notre chance. L'ennui, c'est que je ne sais pas trop où nous sommes. Le paysage a complètement changé sous cette neige. » Effectivement, Monsieur Taupe n'aurait pas cru qu'il s'agissait du même bois. Ils se mirent cependant vaillamment en route, suivant la direction qu'ils jugèrent la meilleure, marchant agrippés l'un à l'autre, prétendant avec une bonne humeur que rien ne pouvait entamer, qu'ils reconnaissaient un vieil ami dans chaque arbre nouveau qui les saluait d'un air farouche et taciturne, ou une vieille connaissance dans telle ou telle clairière, tel ou tel sentier, alors qu'ils cheminaient au milieu d'une vaste étendue uniforme et toute blanche, plantée de troncs noirs qui se ressemblaient tous. Au bout d'une heure ou deux, ils avaient perdu la notion du temps. Ils s'arrêtèrent, épuisés, découragés et tout déroutés. Ils s'assirent sur un tronc couché pour reprendre haleine et réfléchir à la marche à suivre. Ils étaient rompus de fatigue et endoloris par toute leur chute. Ils étaient tombés à diverses reprises dans des trous et étaient trempés jusqu'aux os. La couche de neige était si profonde qu'ils pouvaient à peine s'y frayer un chemin en traînant leurs petites pattes. Les arbres étaient de plus en plus touffus et se ressemblaient toujours davantage. Ce bois semblait n'avoir ni commencement ni fin. Il présentait partout le même aspect et, pire que tout, n'offrait aucune issue. « Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment, dit Monsieur Rat. Il faut absolument tenter quelque chose.
Mais quoi? Ce froid est par trop glacial, et bientôt il y aura tellement de neige que nous ne pourrons plus avancer. Il jeta un regard autour de lui et poursuivit. J'aperçois là-bas une sorte de vallon où le terrain paraît plein de bosses et de trous. Nous y trouverons peut-être un refuge, un abri ou une grotte dont le sol serait du moins sec, protégé de la neige et du vent. Là, nous pourrions nous poser avant de tenter à nouveau notre chance. La neige cessera peut-être de tomber ou une occasion se présentera. Ils se remirent en marche et descendirent clopin-clopant en direction du vallon où, une fois arrivés, ils se mirent à chercher une grotte ou un coin sec à l'abri des morsures du vent et des tourbillons de neige. Ils étaient en train d'inspecter l'un de ces monticules dont Monsieur Rat avait parlé quand Monsieur Taupe trébucha et s'étendit de tout son long face contre terre en poussant un grand cri. « Oh ma jambe! Oh mon pauvre tibia !» gémissait-il, assis dans la neige en se frottant la jambe avec ses 2 pattes de devant. « Mon pauvre ami, la chance ne nous sourit pas aujourd'hui, » dit Monsieur Rat avec bienveillance. « Examinons un peu cette jambe. » En effet, poursuivit-il en s'agenouillant pour mieux voir, vous vous êtes bien entaillé le tibia, ça pour sûr. Attendez que je vous le bande avec mon mouchoir. J'ai dû trébucher sur une branche cachée ou sur une souche, dit Monsieur Taupe. Oh là là! La coupure est franche, dit Monsieur Rat en l'examinant de nouveau attentivement. Ce n'est pas une branche ou une souche, la coupable. On dirait plutôt que ça a été fait par le tranchant d'un instrument en métal. C'est drôle, ça. Et tout en réfléchissant, il se mit à examiner les bosses et les creux dont était parsemé le terrain alentour. « Peu importe avec quoi je me suis coupu, » dit Monsieur Taupe qui en oubliait sa grammaire. « La douleur est la même. » Après lui avoir soigneusement bandé la jambe avec son mouchoir, Monsieur Rat s'éloigna de Monsieur Taupe pour aller racler la neige. Il gratta, remua, explora, y allant de 4 pattes, tandis que Monsieur Taupe, qui commençait à s'impatienter, lançait de temps à autre « Rat, revenez !» Tout à coup, Monsieur Rat s'écria « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» Puis il se mit à danser la gigue dans la neige. « Qu'avez-vous trouvé, Rat ?» interrogea Monsieur Taupe tout en se frottant toujours la jambe. « Venez voir !» lui répondit Monsieur Rat, sans pour autant cesser de gesticuler. Monsieur Taupe boitilla jusqu'à lui et regarda. « Eh ben quoi ?» finit-il par dire. « Je vois bien ce que c'est, j'ai déjà vu ça des tas de fois. C'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un décrotoir, et puis alors, toutes ces gesticulations pour un simple décrotoir ? Mais vous ne comprenez donc pas ce que ça signifie pour nous, gros bêta ?» s'écria Monsieur Rat. « Bien sûr que je comprends. Cela veut tout simplement dire qu'un individu oublieux et très étourdi a laissé traîner son décrotoir au beau milieu de la forêt sauvage exprès pour faire trébucher quelqu'un. C'est très négligent de sa part. Quand nous serons rentrés, j'irai me plaindre à qui de droit. Ah ça oui !»« Mon Dieu !» s'écria Monsieur Rat que tant de stupidité mettait au désespoir. « Ne discutons plus, venez plutôt me donner un coup de main. » Et il se remit à racler, faisant voler la neige tout autour de lui. Au bout de quelque temps, ses efforts finirent par être récompensés. Un misérable vieux paillasson fut le résultat des fouilles. « Là, qu'est-ce que je vous avais dit ?» s'exclama Monsieur Rat d'un air triomphant. « Mais rien, vous ne m'avez rien dit, » répondit Monsieur Taupe en s'en tenant à la vérité. « Et maintenant que vous semblez avoir trouvé un autre article de ménage, bien usagé et tout juste bon à jeter, je suppose que vous êtes content. Alors dansez votre gigue un bon coup et qu'on n'en parle plus. Combien de temps va-t-on encore perdre à remuer des vieilleries ? Est-ce que ça se mange, un paillasson ? Est-ce que ça peut servir de couverture ?
Est-ce que ça peut ramener chez soi si on l'utilise comme une luge pour glisser dessus? Qu'en pensez-vous, espèce de rongeur exaspérant? Comment? Vous voulez me dire que vous n'avez toujours pas compris? Ce paillasson ne vous parle vraiment pas du tout. Vraiment, raton, fit monsieur Taupe avec mauvaise humeur. Cessez vos sornettes. Avez-vous déjà vu un paillasson qui parle à quelqu'un? Les paillassons ne font pas cela. Ce n'est pas leur genre, ils restent à leur place. Écoutez-moi, tête d'œuf, répliqua monsieur Rat qui sentait la moutarde lui monter au nez. Ça suffit. Grattez, grattez, creusez, fouillez, surtout du côté des petits monticules, si vous voulez dormir au chaud ce soir. C'est notre dernière chance. Monsieur Rat, armé de son gourdin, s'attaqua avec acharnement à une congère, puis se mit à creuser avec la même ardeur. Et monsieur Taupe racla activement aussi. Mais plus pour faire plaisir à son ami qu'autre chose, car il pensait que monsieur Rat n'avait plus toute sa tête. Après 10 minutes de dur labeur, la pointe du gourdin de monsieur Rat heurta quelque chose qui sonnait creux. Il fouilla encore de manière à élargir le trou et à y insérer sa patte pour mieux se rendre compte. Puis il appela monsieur Taupe. Et les deux animaux de creuser de concert avec une ardeur renouvelée, jusqu'enfin, le fruit de leurs efforts apparut aux yeux étonnés de l'incrédule monsieur Taupe. Au flanc de ce qu'ils avaient pris pour une congère se trouvait une petite porte massive peinte en vert foncé. À côté était suspendue une sonnette en fer. Dessous, on pouvait lire au clair de lune l'inscription suivante, joliment gravée en lettres capitales et sur une petite plaque en cuivre. Monsieur Blaireau. La surprise et la joie de monsieur Taupe étaient telles qu'il en tomba à la renverse dans la neige. « Rat !» s'écria-t-il tout penaud. « Vous êtes un cerveau, un véritable cerveau, voilà ce que vous êtes. Je comprends à présent, vous avez tout démêlé fil après fil dans cette merveilleuse tête qui est la vôtre. À partir du moment où je me suis blessé au tibia, vous avez examiné la coupure et vous vous êtes dit immédiatement avec votre vaste intelligence un décrotoir. Ensuite, vous avez creusé et avez trouvé la cause de tout, le décrotoir. En étiez-vous satisfait pour autant? Non. Cela aurait suffi à d'autres. Mais à vous, non. Votre cervelle ne s'arrêtait pas là. Si seulement j'arrivais à trouver un paillasson, mon hypothèse serait exacte. Et bien entendu, vous avez fini par trouver votre paillasson. Vous êtes si malin. Vous êtes si malin que vous trouveriez n'importe quoi. Et ensuite, vous vous êtes dit, s'il y a un paillasson, il y a une porte. Je dois donc la trouver. Et je la trouverai. J'avais déjà lu des choses comme cela dans des livres. Mais je n'en connaissais pas d'exemple dans la vie réelle. Vous devriez aller vivre là où votre valeur serait appréciée. Vous gaspillez votre talent parmi nous autres. Ah, si seulement j'avais une tête comme la vôtre, raton. Mais comme vous ne l'avez pas, interrompit monsieur Rat en lui coupant sèchement la parole, je suppose que vous allez rester assis dans la neige toute la nuit à parler? Allons, levez-vous, tirez la sonnette que vous voyez là et carillonnez tant que vous pourrez. Moi, je tambourinerai contre la porte. Monsieur Rat frappait contre la porte à grands coups de gourdin. Monsieur Taupe s'accrochait à la sonnette au point d'avoir les pieds qui ne touchaient plus terre. On entendait, au loin, le tintement grave d'une cloche. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu apprécies mes lectures, n'hésite pas à partager Pause créative autour de toi, à laisser quelques étoiles sur le podcast ou me donner ton avis sur Instagram. Ce sera un plaisir de discuter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.